Alors ça a commencé fin 2010, où j'ai découvert cette chasse-là, un petit peu par hasard, un petit peu comme tout le monde, hein. Je ne sais plus si c'était un article ou une vidéo ou autre, mais en tout cas, j'ai entendu parler de cette chasse au trésor qui n'avait pas été trouvée. Et puis, du coup, je m'y suis intéressé. Et puis, en m'y intéressant, je suis tombé dedans. Et du coup, puis c'est devenu un virus, quoi. Donc, ça fait à peu près 10 ans à peu près. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de cette chasse au trésor, je devais avoir 13 ou 14 ans, en 93, 94. J'avais vu une émission sur la télévision, Coucou c'est nous, en fait, et il présentait cette chasse-là. Alors Michel Becker, qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous avez écrit Sur la trace de la chouette d'or, que voilà. Voilà, qui est un livre. Colle. Qui est un livre, et il a écrit... C'est une chouette en or, argent et diamant de 50 cm d'envergure. Elle est enterrée quelque part en France. Exactement. Et le but, c'est... Moi, que c'est pas idiot. Ouais, pas mal, C'est pas merci. idiot. Ouais. Je me suis dit, c'est plutôt cool. C'est comme ça que je l'ai vraiment connu, enfin, le début que je l'ai connu. Et après, plus tard, justement, quand le net est arrivé, je me suis posé la question, savoir si ça existait encore, savoir s'il y avait les solutions. Je pensais même de trouver, on va dire, d'un côté le texte et d'un autre côté les solutions. Et j'ai trouvé le texte et pas les solutions. Quand j'ai découvert cette fameuse chasse au trésor, donc avec les collègues dans lesquels on en a parlé, donc je suis revenu chez moi, et puis en fin de compte, j'ai commencé à me documenter, en mettant en fond BFM TV pour pouvoir avoir les infos. Au bout d'un moment, je me rendais compte que j'avais déjà entendu les reportages qui passaient à BFM TV, mais en fin de compte, ça s'éloignait, et c'était tellement loin de moi qu'en fin de compte, j'y prêtais plus attention, quoi. Donc je regardais les forums, je regardais les énigmes, j'essayais de me creuser la tête avec un bloc-notes, en crayonnant, avec une carte et tout ça. Bon, bref. Jusqu'au moment donné où j'entends un bruit un petit peu bizarre qui ressemble au bruit d'un réveil. Un bruit lointain d'abord, et puis ensuite ce bruit se rapproche et je me rends compte qu'effectivement c'était bien mon réveil. Et je me suis rendu compte que j'avais passé ma première nuit blanche, c'est-à-dire que toute la nuit, en fin de compte, j'étais en train d'être obnubilé par cette chasse au trésor et j'avais même pas fait attention que je venais de passer une nuit blanche à chercher la chouette. Qu'est-ce qui vous a décidé à participer à cette chasse au trésor? L'envie de... Plus l'envie de faire quelque chose, de découvrir quelque chose, de résoudre quelque chose qui n'a pas été résolu depuis... À l'époque, ça faisait 10 ans, on va dire. Et c'était enthousiasme-là, quoi. Résoudre quelque chose que personne n'avait trouvé. Je sais pas exactement qu'est-ce qui m'y a poussé, mais peut-être le côté un petit peu particulier de cette recherche, le fait d'essayer de rechercher un objet qui est caché quelque part en France en résolvant des énigmes. Donc du coup, on se laisse prendre au jeu et on essaye un petit peu d'essayer d'être meilleur que les autres en fin de compte. C'est-à-dire qu'on se dit, ils sont tous nuls, je vais y arriver moi. Et donc on essaye de regarder les énigmes et de se dire, mais qu'est-ce que l'auteur a bien pu cacher là-dedans et comment je vais faire pour pouvoir décrypter toutes les énigmes. Alors le concept, il est assez simple, hein. C'est Max Valentin et Michel Becker qui ont créé cette chasse. Donc Max Valentin s'est occupé de on va dire, du côté énigme. Michel Becker s'est occupé de l'illustration avec des tableaux. Chaque énigme est composée d'une double page avec du texte, un titre et un logo de chouette, et ensuite une illustration. Donc ça forme une énigme. Comme ça, il y en a 11 successives qu'il faut résoudre pour pouvoir trouver un endroit précis en France où est cachée une contremarque, c'est-à-dire une chouette en bronze. Dès qu'on a trouvé la chouette en bronze, on le signale à l'huissier qui nous remet une chouette en or. Donc là, il y a différentes énigmes, toujours pareil, toujours le même principe, hein, une chouette, un titre, un texte et une illustration. Et quand on a résolu tout ça dans le bon ordre, théoriquement, quelqu'un un jour devrait trouver une chouette en bronze cachée quelque part en France. Voilà le principe de cette chasse au trésor. Voilà.
Vous disiez que vous pensez avoir trouvé la solution à toutes les énigmes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver un emplacement et d'aller à cet emplacement? Oui, oui. Alors, ça, c'est le paradoxe aussi du chouetteur, c'est-à-dire que, donc ça fait 28 ans, il y a des centaines, voire certainement des milliers de chouetteurs tout au long de ces 28 ans. Et à un moment donné, la grande majorité, ou en tout cas certains de ces chouetteurs-là, se sont dit j'ai tout résolu et donc maintenant je peux aller me déplacer pour aller creuser. Et il m'est arrivé à moi, comme il m'arrive encore aujourd'hui, comme il est certainement arrivé à tous les autres, d'être certain à 100% d'avoir tout bon, d'aller creuser, de voir des coïncidences partout. Ah, voilà, un panneau, un arbre, je veux dire, une mouette qui passe. Ça peut être n'importe quoi et se dire, ah là, c'est bon, j'ai tout bon, j'ai tout bon. Et puis, on va sur notre pile-poil, on va creuser. Évidemment, on ne trouve rien. Et puis là, on est abattu. Et puis, on revient à la maison. Et sur le chemin du retour, on essaye de comprendre pourquoi notre cheminement que l'on pensait sûr à 1000%, en fin de compte, était faux. Alors, là où il ne faut pas tomber dans le piège, c'est qu'il peut être complètement faux, comme il peut être un petit peu faux. Et c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire vers où on revient. On revient vers le début ou on revient vers l'énigme où on en est sûr. Voilà. C'est tout le souci de cette chasse. Donc, en ce qui me concerne, oui, ben, comme tout le monde, hein, j'étais sûr à 100 millions de pourcents. Je me suis déplacé, j'ai creusé et je suis revenu bredouille. Voilà. Donc, oui, j'ai été creusé. On était parti comme ça, avec juste une pelle, sans trop de solutions. Mais on avait une vague idée de l'endroit. On est simplement parti en voiture. Et on a dû creuser il y a en 2005, 2006, je pense. Après, il y a eu un laps de temps, on n'a rien fait pendant 10 ans. Et après, on s'est remis. Je me suis remis. Passé un temps, je dis allez. On n'a toujours pas trouvé, et personne n'a trouvé, et il faut qu'on s'y remette. Et quand j'habitais en Suisse, par exemple, j'étais assez proche de Pontarlier, par exemple. Et là, on a creusé, j'allais presque tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, par conviction, en croyant qu'on allait trouver. Combien vous pensez avoir creusé de trous? Beaucoup de trous. Des trous, réellement, j'ai dû en faire 5-6 à peu près. Ça fait peut-être, depuis les années 2000 qu'on cherche. Donc aujourd'hui, on est en 2021. Donc oui, il y a eu des moments où on a beaucoup cherché, des moments où pendant 3-4 ans, on n'a rien fait. Il y a eu un moment où on a beaucoup creusé. Donc j'ai dû faire, je pense, une 40aine de trous, quoi. Mais toujours dans la même région, en fait. Est-ce que vous avez prévu une expédition prochainement pour aller déterrer la chouette? Oui, on y va ce week-end, on va aller creuser et on espère trouver. De 30 mètres et de la ficelle. Et une petite pioche, ça peut servir. J'estime les avoir toutes résolues. Sauf que, en disant ça, je devrais vous montrer une chouette en bronze, ce qui n'est pas le cas. Donc, encore une fois, ce ne sont que des sentiments. Et celui qui pourra dire qu'il a vraiment tout résolu, c'est celui qui pourra brandir la contre-marque, donc la chouette en bronze. Ça fait 28 ans que la chouette a été enterrée, ça fait plus de 10 000 jours. Qu'est-ce qui vous fait encore continuer les recherches? Le fait d'avoir le sentiment qu'on tient de mon bout déjà, qu'il ne manque pas grand-chose. On pense lors de nos expéditions précédentes, on pense qu'on est à quelques mètres pour creuser au bon endroit, quoi. Et ce qui nous fait aller à chaque fois, oui, c'est l'idée qu'on
on trouvera la bonne solution. Et l'idée d'être inscrit un peu dans une chasse mythique, quoi. On pourrait penser que c'est ni plus ni moins qu'un hobby comme les autres, hein, sauf qu'en réalité, en tout cas, ce qui me concerne, c'est plus que ça. C'est-à-dire que le fait de chercher un trésor que l'on ne trouve pas, quand on est peut-être, enfin en tout cas en ce qui me concerne, habitué à trouver des solutions, ben en fait, ça devient une drogue. C'est-à-dire que en fait, on a des crises. On a des crises de la chouette. C'est voilà, c'est une maladie qui est chronique et qui revient de temps en temps. Donc quand on a une crise, eh ben, pratiquement nuit et jour, on se penche sur des questions et on ressasse sans cesse pour essayer de trouver une solution. Et puis après, la maladie s'en va petit à petit, ça nous laisse tranquille. Et puis des fois, il suffit d'un déclic pour que ça nous replonge dedans et que pendant plusieurs jours, on pense à ça pratiquement sans arrêt. Donc c'est par période. C'est-à-dire que des fois, il y a des périodes où la chouette nous laisse tranquille et il y a des périodes où on a des crises et où on est à fond dedans. Donc c'est pour ça qu'en fait, on avance plutôt par crise. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai avancé, c'est parce qu'il y avait une crise et que du coup, j'étais à fond dedans et que ça m'a permis de trouver des solutions et de pouvoir avancer après, en attendant que ça se calme. Et puis une autre crise qui arrive un an après pour pouvoir résoudre d'autres énigmes. Donc ici, c'est notre point de chute. Donc ici, en fait, on est... pour trouver ce point-là, avec les dessins, il y avait un point qui était remarquable entre l'île, là, enfin la sorte de presqu'île ici. Donc ici, c'est notre Langarnois perché, et à droite, on a une petite chapelle, la chapelle de Buclé. Et donc, du coup, ici, on se retrouve avec on se retrouve à A, qui est à Roncevaux. Donc c'est pour ça que c'est important que c'est à Roncevaux, parce que c'est le point de départ de ce qu'on appelle le surplace. En fait, le rocher qui est là, c'est quasiment la même forme du rocher qui est là. Et c'est marqué, ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Et ce rocher-là, il a une forme de flèche. Et il vise en fait le cœur. Ce rocher qui est en forme de cœur juste ici. Et la suite, c'est donc par l'ouverture, c'est bien ça, B, par l'ouverture, on verra la lumière, donc c'est par l'ouverture on est ici. Donc en reportant l'ouverture sur cette carte-là, on atterrit ici, on verra la lumière. Et C, Carignan en pointe orthogonale pour trouver la spirale à 4 centres. En fait, on a la carte de Pontarlier, on a ce que j'appelle nous les sentinelles, qui sont les fils électriques. On a surligné en rose et on a décalqué, donc en fait on sait que donc s'il y a une histoire de la Terre s'ouvre, donc on a repris le calque de l'ouverture, de l'énigme de l'ouverture. Il y a une histoire de refermer la blessure. Donc la blessure qu'on peut faire, c'est avec l'épée. Et il y a porter l'appel. Donc ce sont les 3 calques principaux en fait. Donc on s'est aperçu que en fait, les fonds, donc l'ouverture du coq s'alignait avec nos sentinelles. Et quand on raccorde ces points géométriques, on s'aperçoit que le château qui est là, en fait, tombe sur le château de Joux. Et qu'on a fait du coup une blessure sur la terre. Donc on va recouvrir la blessure avec le calque là. Et quand on s'éloigne en fait, et quand on éloigne, donc c'est ça qui est dit, et qu'on met le calque avec la fin de l'autre, comme ceci, on s'aperçoit que tout est aligné. Là, pile poil en face de ça. Et en fait, on nous amène ici par ce chemin-là qui n'est pas le plus simple, parce qu'on pourrait passer par autre part. C'est pour ça que quand on revient ici, on passe pas par ici, parce que là, c'est un chemin un peu compliqué. Mais c'était important de passer par là pour connaître l'existence du muret
qui est aligné aux 3 rochers qui sont là en face, juste en face. Tout en face, là. Les 3 rochers qui sont là, en fait ils sont nommés là. On voit qu'il y a 3 rochers là et qu'il y a une pierre carrée qui est juste là. Comme j'ai montré en fait, on n'a posé que 3 cartes, enfin que 3 visuels sur la carte. Mais en posant l'ensemble des visuels sur la carte, tous les éléments qui sont là, c'est-à-dire le chemin, même la pierre qui est en bas, donc il y a le chemin qui est tracé avec la pierre en bas, il y a les 3 pierres qui sont là, on sait qu'il y a une autre pierre là-bas, et une autre pierre qui était là mais qui a disparu avec le temps. Nous on sait qu'elle est là, et on sait réellement qu'on est là parce que on était déjà venu avant et on sait qu'elle a existé cette pierre-là. C'était une pierre qui ressemblait à un cheval en fait. Un truc qui m'a marqué, alors, ça a été la découverte du ce qu'on appelle le point de chute. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre zone, il faut un point de chute. Et ça a été la découverte. En fait, on a sillonné cette zone-là à pied. Et mon frère m'a, par exemple, a pris des photos de choses qu'on trouvait un petit peu remarquables. Et en fait, au lieu de trouver le point de chute de manière, on va dire, mathématique ou théorique, on a fait d'abord l'inverse, on a trouvé l'endroit qui aurait pu être le point de chute. Et là, on s'est rendu compte que les solutions concordaient avec ce point de chute. Et quand on trace la spirale, au bout d'un moment, il y a un bout de la spirale qui passe sur la pelle. Et ça tombe pile poil devant les 3 personnes. Donc on a déjà essayé de creuser là en pensant que c'était là qu'il fallait creuser. Et on n'a rien trouvé. Donc du coup on s'est penché sur une autre solution. Voilà. Donc j'ai fait les tracés. Comme je le disais tout à l'heure, c'est difficile entre chouetteurs déjà de pouvoir partager des idées alors qu'on a un dialecte commun. C'est-à-dire qu'entre chouetteurs, quand on parle de spirale, de lumière ou de sentinelle, tous les chouetteurs savent ce que ça représente comme concept. Même s'ils n'ont pas forcément les solutions à tout, mais en tout cas, ils comprennent les différents thèmes. Mais quand on est dans une famille, comment on peut discuter d'une énigme en particulier décorrélée de tout le reste? En fait, on ne peut pas. Donc du coup, je pense que dans ces cas-là, quand on commence à sautiller parce qu'on pense avoir trouvé quelque chose et qu'on traverse la maison en disant j'ai la spirale, je pense que le reste de la famille doit se dire bon, laissons-le tranquille, il va se calmer. Voilà. Sur les forums, chacun essaye d'avancer sur sa propre piste, sans la dévoiler. Donc du coup, toutes les questions sur les forums sont des questions plus ou moins cachées, soit anodines. Est-ce que vous pensez que... voilà. Mais ce sont des choses assez floues et assez en retrait. Donc, oui, il m'est arrivé de discuter avec d'autres chouetteurs en posant des questions floues, auxquelles j'avais des réponses floues. Et donc, du coup, ben, ça ne permet pas réellement de faire avancer la chasse, selon moi. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle elle est toujours enfouie, c'est que, mais je crois que Max Valentin l'avait dit aussi à un moment donné, il a dit, mais si tout le monde mettait en commun ce qu'il avait trouvé, elle serait déterrée dans la semaine qui suit. Sauf que chacun reste sur sa piste et garde précieusement sa propre piste, quoi. Ici, on va tracer une perpendiculaire à cette ligne-là, à peu près. Et d'ici à là, à la corde là-bas, ça va nous donner une dimension. Donc ça sera la mesure de base pour ce qu'on appelle le surplace. Pour ce que j'appelle le surplace.
mauvaise pioche. Certains disent que le trésor n'a jamais été enterré. Est-ce que cette hypothèse vous a déjà traversé l'esprit? À tout le temps. On ne peut pas ne pas se poser la question lorsque on essaye d'être méthodique pour trouver des solutions et surtout pragmatique. C'est-à-dire que tous les jours, quand on cherche la chouette, on se dit mais est-ce qu'elle est vraiment enterrée et est-ce que ce n'est pas un coup de com' de génie de l'auteur d'avoir fait croire qu'il avait enterré quelque chose et qu'en fin de compte, il ne l'avait pas enterré. Cela dit, il n'a pas fait que cette chasse au trésor-là, il en a fait d'autres, et toutes les autres se sont clôturées par un gagnant qui a bien trouvé l'objet. Et du coup, ça nous pousse quand même à nous dire que c'était quelqu'un qui était plutôt sérieux, et s'il dit qu'il y a une chouette enterrée, en tout cas, il n'y a pas vraiment de raison de croire le contraire. Bon, on va reboucher.